Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Clara Labbé pour parler d'un thème qu'on n'a jamais abordé sur ce podcast et dont on entend très peu parler. Pourtant, il est hyper important. C'est la communication de crise. Salut Clara, comment tu vas? Salut Sandy, très bien et toi? Ben écoute, ça va. Je t'ai commandé cet épisode. Ah, parfois, ça, on le fait chez My Marketing Experience. On repère des personnes, on dit j'ai trop envie d'un sujet, j'ai besoin d'un sujet et je t'avais dit, on a galéré pour trouver quelqu'un qui traitait, le sujet de la communication de crise. Donc je suis hyper contente de t'avoir. Je te préviens, je vais pas te lâcher. J'ai 12 000 questions à te poser. Je vais tâcher d'y répondre au mieux. Pas de pression. Mais, c'est vrai que la communication de crise, on sait plus ou moins ce que c'est, mais toi, tu vas nous le répéter, évidemment. Tu vas nous expliquer, ce que c'est et à quoi ça sert. Et on a toujours tendance à se dire que c'est que, genre, pour les grosses boîtes qui sont exposées. Est-ce qu'on a raison ou est-ce qu'on a tort? Alors, malheureusement, tout le monde aujourd'hui peut être confronté à une situation de crise. Donc, c'est pour ça que c'est important que toutes les entreprises comprennent l'importance de la communication de crise. Après, je préfère le dire d'entrée de jeu, tout le monde est pas aussi exposé. Tous les secteurs sont pas aussi chrysogènes et donc toutes les entreprises ont pas besoin d'un dispositif de com de crise à la SNCF, par exemple, qui a un Mmh. énorme dispositif. Donc, moi, je prône toujours pour une approche pragmatique. On peut avoir un dispositif qui est adapté à la taille de l'entreprise, à ses ressources et à son exposition et à ses risques. Donc, tout le monde peut être exposé, mais voilà, faut pas non plus que ce soit la panique à bord. On peut trouver des choses qui sont adaptées à chacun. OK, donc ce que tu es en train de nous dire, c'est que toutes les entreprises sont concernées par la possibilité et l'éventualité d'une crise un jour, mais on n'a pas le même degré d'exposition, on n'est pas tous logés à la même enseigne, on va dire. C'est ça. En fait, quelle que soit la taille ou le secteur de l'entreprise, on va être exposé à des risques différents. Mais par exemple, si je prends la crise cyber, ça peut toucher tout le monde. N'importe quelle entreprise peut faire face à une crise cyber et elle sera amenée à devoir communiquer et donc déployer finalement une stratégie de com de crise. Donc, ça peut concerner tout type d'entreprise. Après, un Air France va avoir des crises qui vont avoir parfois des impacts humains qui peuvent être énormes, ce qu'une TPE dans le domaine du service n'aura pas. Mais une TPE dans le domaine du service, elle peut avoir d'autres problématiques. Donc voilà, chacun a une exposition au risque qui va être différente, mais tout le monde peut être confronté à une crise et donc a intérêt à savoir comment réagir dans ce cas de figure. Ce que j'aimerais bien que tu nous expliques, c'est que quand on parle de communication de crise et de risque de crise, quels sont les alors je sais que ça peut être de plein de natures différentes, mais quels sont les types de crises, les types de risques? Alors ma question elle est en 2 temps en vrai. C'est un, quels sont les sujets de crise les plus sensibles, les plus, on va dire, probables d'arriver? Et quels peuvent être les impacts? Parce que j'ai bien entendu que c'est pas le même impact pour tout le monde, mais quelles peuvent être les conséquences pour les entreprises? Donc c'est vraiment en 2 temps. C'est déjà la Ouais, nature du risque et l'impact. tu fais bien de le séparer parce que c'est deux choses qui sont distinctes. D'abord, si je prends, la nature du risque, comme tu le dis, c'est hyper varié. On peut avoir, une crise liée à un produit, par exemple, Findus et lasagne de cheval, c'est une crise produit à la base. Tu peux avoir tout ce qui va être crise sociale avec, une grève, par exemple, la conduite d'un plan social, on va rentrer dans une crise sociale. Tu peux avoir des enjeux de sécurité, un accident sur, un site industriel, Lubrizol, par exemple. Une crise environnementale, une marée noire totale, bon, bah, là, tu dois, communiquer. Une crise de réputation, tu peux être, une entreprise qui est épinglée, par exemple, sur, Balance ta start-up, Balance ton agency ou avoir Ouais. ton dirigeant qui, fait une grosse boulette sur les réseaux sociaux ou dans les médias et c'est repris, c'est une crise de réputation. Voilà, donc tu peux avoir des risques très larges. Après les impacts, ils vont différer et le but, c'est de réussir à les analyser, les anticiper en début de crise, sachant que c'est évolutif, donc ça peut changer. Mais si tu prends même, une crise qui est à la base un bad buzz ou une crise réputationnelle, les impacts, si cette crise est mal gérée, peuvent aller assez loin. Je vais te prendre un exemple pour illustrer ça. On avait eu il y a quelques années le cas de United Airlines qui avait évacué un passager de manière assez musclée d'un avion. Je ne sais pas si ça te parle. Il y avait eu des Non, vidéos pas sur les trop, mais réseaux sociaux. En fait, oui. ils étaient en surbooking, donc ils ont fait Ouais. sortir un passager qui était pas ravi de se faire sortir, qui a un peu résisté et donc ils l'ont traîné, le long de l'allée. Ça a été Oh filmé mon parce Dieu. qu'aujourd'hui tout le monde peut filmer. Oui, c'est ça le risque Hem, aussi, c'est qu'aujourd'hui, la preuve est pas loin et n'est jamais très loin. c'est ça et ça peut partir assez vite. Si tu as des images comme ça un peu choc, donc sur les réseaux sociaux, ça marche très bien, ça s'est beaucoup diffusé. Il y a eu pas mal aussi de reprises de mèmes, de trucs assez marrants, donc ça s'est bien diffusé et ce qui à la base était un enjeu réputationnel parce que sur le fond, ils avaient le droit de sortir le passager. Ils n'avaient pas le droit de le faire sous ce format-là, mais ils avaient le droit, avec les règles de surbooking de le faire.
Ils ont mal répondu dans le sens où ils ont fait un communiqué de 4 lignes qui était complètement, déshumanisé, désincarné, qui manquait d'empathie. Donc ils ont eu d'autant plus de critiques. Finalement, le dirigeant a dû prendre la parole pour présenter ses excuses et là, les impacts, ils sont très concrets et facilement mesurables parce que tout simplement le cours de bourse a chuté. Donc on voit que Oups! ce qui a un bad buzz peut avoir des impacts aussi très concrets. Ouais, Donc finalement, c'est quelque chose qui aurait pu être, si ça avait été bien géré, on l'aurait oublié en 2 jours. probablement, et c'est là que tu as intérêt à avoir, une bonne communication de crise parce qu'une mauvaise com de crise peut finalement rajouter, une crise à la crise. Tu peux te retrouver à devoir C'est gérer ça. en plus cette erreur de com, quoi. La mauvaise gestion de la crise peut l'amplifier en réalité. Absolument, ouais. D'où l'intérêt d'être préparé. OK. Donc en fait, ce que tu nous dis, c'est que le l'impact, il est pas forcément lié à la crise elle-même, mais tu peux avoir, la double peine. C'est-à-dire tu as la crise et la s le suraccident de crise, c'est-à-dire le truc Ouais, que tu gères mal et du coup, ça te fait une double peine, hein, tu as une deuxième crise qui arrive parce que tu as mal géré le truc. Donc d'où l'importance pas d'anticiper, mais d'être prêt en cas de crise, de savoir ce qu'il faut faire. absolument, tout à fait. C'est OK. tout l'enjeu. Tout l'enjeu. Alors moi, je vais quand même répéter ce que tu as dit parce que je pense que c'est hyper important. C'est qu'aujourd'hui, même si on est une petite entreprise, à partir du moment où on prend la parole et on s'expose, et Dieu sait si nous, on encourage les entreprises à le faire, parce que prendre la parole, c'est un pouvoir. Évidemment qu'avec ce pouvoir vient des responsabilités, c'est pour citer une grande citation. Et donc cette responsabilité, c'est d'être prêt et d'être prête en cas de, bah, OK, j'ai merdé, ou j'ai pas merdé, mais il me tombe une tuile dessus, Mmh. comment je réagis? Donc oui, prenez la parole, mais préparez-vous aussi à quelle attitude avoir et quel dispositif mettre en place si jamais ça tourne pas exactement, comme vous le voudriez. Et c'est ça que tu vas nous aider à faire aujourd'hui, Clara. Yes. Super. Alors, le rôle de la com de crise, moi, ce que je voulais déjà savoir, c'est son rôle et qui s'en occupe? C'est-à-dire que, OK, dans des grosses boîtes, tu as des gens qui sont payés pour faire ça toute la journée, mais dans des TPE, PME, en général, tu as peut-être un chargé de com, mais qui est déjà bien chargé et qui sait pas forcément gérer, la crise. Donc comment ça se passe? Très bonne question, et déjà pour revenir sur, le rôle de la com de crise, pour résumer, moi j'aime bien dire que la com de crise, l'objectif c'est d'aller, protéger la réputation de l'entreprise. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la com de crise va de pair avec la gestion de crise. Si, l'entreprise gère très mal la résolution de la situation, si elle met pas en place des actions adéquates, si elle, traîne la patte pour le faire, qu'elle met, très longtemps à réagir, tu auras beau avoir une très bonne stratégie de com de crise, bon, bah, tu pourras pas sauver la situation. À l'inverse, Pas tu magique. voilà, donc les 2 vont vraiment de pair. Si tu as une très, très bonne gestion de crise, mais que tu ne communiques pas là-dessus, les gens ne sauront pas que tu as bien géré la situation. Donc la com de crise, finalement, c'est, la vitrine de la gestion de crise. C'est ce que les personnes qui sont concernées vont voir et retenir de la manière dont elles ont été prises en considération. Donc ça, c'est vraiment l'objectif. Ensuite, pour répondre à ta question sur qui s'occupe de la com de crise, en effet, ça Je vois dépend de que la tout le monde se taille de regarde en chien de l'entreprise. faïence, genre: «Tu vas le faire, tu vas le faire, tu vas le faire». Personne ne veut y aller. Bon, il faut bien que On quelqu'un va y le tirer à la aille. courte paille. Voilà. Dans les grandes entreprises, en effet, si tu es doté d'une équipe communication, c'est l'équipe com qui va prendre le lead, donc le DIRCOM avec ses équipes. Si tu as pas d'équipe de communication, c'est souvent, le DG qui va s'en charger, mais il faut avoir en tête que le DG, il va aussi être sur le volet gestion de la crise et donc devoir mettre en place les actions pour, rétablir la situation, donc il a intérêt à se faire accompagner. Il aura du mal à tout gérer seul. Donc pour résumer, souvent côté com, et tu peux avoir un support externe si tu as une agence ou un conseil, quelqu'un de spécialisé, et sinon direction générale. Mmh. C'est pas parce que tu travailles à la com que tu es forcément, préparé pour, mettre en place, des plans de communication de crise. C'est quand même un volet un peu spécifique. En général, tu pas signé pour ça quand tu as été embauché. Mmh. Tu un truc, plus fun. Alors moi, quand je dis plus fun, honnêtement, je pense que, je dirais pas que la com de crise, c'est fun, mais je trouve qu'il y a, un enjeu tellement stratégique pour protéger la réputation. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur c'est protéger la réputation d'une entreprise, et la réputation d'une entreprise, c'est un actif long terme. Ça fait Mmh. partie vraiment de son capital. C'est un truc que tu pourrais mettre au bilan, en fait. Ouais. C'est pas: «Bon, bah, je casse un ordinateur, bon, bah, je casse un ordinateur, je peux le Mmh. changer», tu vois? C'est du matériel, même si je le souhaite pas, c'est pas génial, mais une réputation, ça met énormément de temps à se construire. Ça met aussi
encore ça met, 2 secondes à être déconstruite. Donc la Ouais. protection de la réputation et de la marque, c'est un énorme, énorme enjeu, quoi. Et c'est vrai qu'à la com, on apprend éventuellement à construire la marque, mais pas tant que ça à la protéger. Donc moi, j'ai envie de dire, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas sûr de vous, à aller faire appel à des gens extérieurs, comme Clara, par exemple, pour vous aider, à mettre en place ce dispositif de protection, de la réputation de votre entreprise. Alors moi, je vais te proposer un petit cas, Clara, avant que tu nous donnes ton plan d'action. C'est une histoire vraie. Quand j'étais salariée, dans l'automobile, on était, sur un salon professionnel et on savait que c'était comme on avait une forte exposition médiatique, on savait qu'on allait avoir plus de visiteurs sur le site internet. Mmh. Et donc, je vais sur le site internet pour vérifier, que tout était en place, pour mettre une news et là, je vois que le site a été hacké et qu'il y avait la tête quand tu arrivais, tout ce que tu voyais, c'est la tête en énorme d'un dictateur que je ne OK. nommerai pas, mais qui était là. Et c'était juste horrible parce qu'on savait que la presse allait se connecter, que les clients potentiels allaient se connecter et bah, impossible de dégager cette tête en 30 secondes. Donc si ça m'arrive, qu'est-ce que je fais? Enfin, si ça m'arrive de nouveau, parce que là, je t'avoue, c'était panique à bord. Je crois pas avoir beaucoup réagi à part, peut-être pleurer, mais qui est pas très utile de pleurer. Alors déjà, ce qui est pas mal dans cet exemple, c'est que c'est toi qui t'en es rendu compte. Parce que ça peut aussi arriver que ce soit quelqu'un d'autre qui t'informe que Ouais. tu as un problème sur ton site. Non, là, c'est Et moi. donc voilà, donc déjà, Ou peut-être d'autres personnes, tu mais qui gagnes ne m'ont du pas temps dit. probablement. Peut-être que d'autres personnes Hem, l'avaient vu, hein, oui. Oui, ça mais ils ont pas signalé. tu ne sais jamais. Mais donc tu l'as vu a priori assez rapidement. Donc il va falloir dans ces cas de figure où tu as un problème de cybersécurité, activer le volet gestion de la situation. Donc il faut que tes équipes IT, s'occupent de résoudre le problème. Ça peut prendre un certain temps et tu ne sais pas Oui, combien de temps ça va durer. Mais donc il faut que tu mobilises une équipe sur la gestion et toi, sur le volet communication, ce qu'il va falloir faire assez rapidement, c'est pouvoir informer, tes différents publics de ce qui est en train de se passer. Là, en l'occurrence, tu es sur un salon professionnel, donc tu vas avoir probablement des journalistes qui vont, chercher de nouvelles informations, et essayer de s'informer sur l'entreprise. Ce qui peut être bien, c'est proactivement, lorsque tu échanges avec ces journalistes, pouvoir leur indiquer qu'il y a un problème sur le site, qu'ils ne pourront donc pas y accéder et leur proposer une solution pour obtenir les infos qu'ils rechercheraient. Et lorsque tu les informes du problème sur le site, pouvoir tout de suite leur expliquer que les équipes sont mobilisées, que vous allez essayer de résoudre la situation le plus rapidement possible, mais que tu ne peux pas t'engager sur un délai de résolution parce qu'il est beaucoup trop tôt pour le dire. Vous êtes encore aux premières heures en train d'analyser la situation, quelle est la problématique et comment la résoudre. Et tu peux, voilà, montrer la mobilisation de l'entreprise, montrer que vous êtes engagé à tout faire pour le résoudre au plus vite et que vous serez prêt à communiquer sur les raisons une fois que vous aurez trouvé, la source, de la crise et leur proposer donc des alternatives pour pouvoir répondre à leurs besoins alors que ton site est inaccessible. Mais dans ces cas-là, il faut éviter de, faire la technique de l'autruche, de se dire: «Je dis rien, peut-être que personne va voilà, le j'allais voir, te peut-être que le dire parce qu'au journaliste le final, verra pas». Bon, c'est ça, c'est rarement ça payant. marche pas trop. Ça marche pas trop C'est et en plus tu saisis pas cette opportunité de montrer que tu es proactif, que tu es responsable et que tu es, en train de leur offrir une expérience servicielle de tu sais qu'il y a un problème, tu leur proposes déjà une solution et tu fais preuve de transparence. Tu es pas en train d'essayer de mettre le truc sous le tapis. En plus, en l'occurrence, une crise cyber, alors tu as plein de complexités, hein, sur ce type de crise, mais quelque chose que tu as et qui peut t'arranger, c'est qu'en termes de responsabilité, tu as pas fait quelque chose de mal. Tu es victime oui, aussi dans c'est pas cette ta histoire. faute. Donc en fait, c'est pas une honte d'être victime d'une crise cyber. On sait en plus que ça touche tout type d'organisation. Donc il y a assez peu d'intérêt à tenter de le cacher. Quelqu'un va le voir. Donc autant que tu sois proactif, que tu fasses preuve de transparence et de responsabilité et que tu puisses montrer justement que tes équipes sont déjà à la manœuvre, que tu es au courant et que non, tu le découvres pas 10 jours après tout le monde. Alors c'est pas ta faute, mais tu as quand même de plus en plus, d'entreprises, tu vois, avec les leaks, les fuites de Mmh mh. données, heu, même si on peut dire qu'officiellement c'est pas leur faute parce que c'est un acte malveillant, d'une personne, d'un intrus qui était cherché à donner, tu peux remettre en question la sécurité et les moyens mis en place pour protéger les données. Et moi, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Alors, peut-être que tu vas nous répondre, quand tu vas nous livrer ton plan d'action sur, comment je construis mon on va dire, ma communication de crise. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut toujours se dédouaner de tout ce qui nous arrive? C'est une vraie question, tu vois? Est-ce qu'on peut pas te reprocher de ne pas avoir fait assez? Moi, je repense au scandale du slip français, tu sais? Je pense que tu Mmh. tu l'as très bien en tête, Ouais. où tu as des collaborateurs qui avaient eu des comportements et des propos qui étaient très limites, plus que très limites, sur les réseaux sociaux, mais en dehors de leurs heures de travail? Est-ce que tu es responsable de ce qui se passe? Est-ce que tu dois tu vois, il y a cette notion de responsabilité est très, très floue aujourd'hui. Ouais. Donc est-ce que c'est,
heu, ça entre en jeu dans, le plan de communication de crise de définir sa responsabilité ou pas? D'ailleurs, peut-être que c'est de ça dont tu vas nous parler aussi directement? Alors, c'est un bon point parce que, en effet, attention, moi, je dis pas qu'il faut se dédouaner. Je dis que ça peut être plus facile dans une situation de crise cyber, dans le sens où tu as pas de responsabilité, c'est pas de ta faute. Mais attention, en effet, je conseille jamais de se dédouaner. Il vaudra mieux assumer sa responsabilité, assumer son erreur, présenter ses excuses dans les situations où, en effet, il faut le faire, plutôt que, se montrer, voilà, Genre, inhumain, «C'est pas moi». arrogant, voilà. Il vaut mieux, dans tous les cas, vraiment assumer. En fait, en communication de crise, tu vas pouvoir agir sur plusieurs éléments et donc tu vas avoir ta stratégie, à qui tu vas parler, quand, comment. Tu vas pouvoir définir tes messages et aussi quelque chose qu'il faut pas oublier, c'est la posture. La posture, OK. tu vas l'avoir à la fois dans tes messages, mais aussi dans la manière dont tu t'adresses à tes publics. Qui tu envoies en tant que porte-parole? Est-ce que, tu envoies un porte-parole de haut niveau qui incarne toute l'entreprise et qui montre qu'on a pris, qu'on mesure l'ampleur de l'événement? Ou est-ce que tu envoies, quelqu'un qui est à un échelon, beaucoup plus bas dans l'entreprise et qui pourrait montrer finalement que le problème n'est pas pris, à sa juste valeur au sein de l'entreprise? La posture, ça va être aussi, voilà, est-ce que tu prends la parole rapidement ou est-ce que tu attends 10 jours, qu'on t'ait, sollicité, 40 fois pour daigner, répondre aux sollicitations? La posture de l'entreprise, voilà, tu as plein d'éléments qui vont permettre de la montrer et l'idée, c'est de pouvoir avoir une posture de responsabilité, d'ouverture et de transparence. Ce sera toujours beaucoup plus payant, qu'être dans le déni, essayer de mentir, essayer de cacher la vérité, voilà, faire preuve d'opacité. Moi, je conseille toujours, d'avoir une posture transparence, ouverture, responsabilité. OK. Donc si je résume, on évite, même si on est très, très tenté, d'aller s'isoler sur une île déserte et de ne pas répondre au téléphone et de couper tous ces messages et notifications. Alors Clara vous dit que c'est peut-être pas la bonne méthode. Donc on évite, de mentir, ce que j'ai compris, Toujours. plutôt, Ça sera de la jamais payant transparence. sur le long terme de mentir. Ça peut toujours se retourner contre nous et là, on va devoir, ramer fois 2 quoi, pour expliquer, pourquoi on a dit l'inverse avant. Donc vraiment, ne jamais mentir. Ça veut pas dire que tu es obligé de tout dire. Tu Ouais, ce vas que j'allais te le dire. sélectionner ce que tu vas dire et comment tu vas le dire. Ça, tu peux travailler dessus, sur la manière dont tu le présentes, mais ne jamais mentir. OK, donc on ment pas, on se mure pas forcément dans le silence, du moins pas trop longtemps. Il y a quand même un moment où il faut parler, où il faut prendre la parole. OK. Qu'est-ce que tu me de les plus grosses erreurs que tu vois aussi, c'est quoi? De minimiser peut-être? Ouais, ça peut être tentant aussi, hein, de minimiser, mais en effet, non. Si tu minimises, en fait, le risque, ça va être que ta crise, elle feuilletonne. Parce que toi, tu vas montrer un tout petit bout de l'histoire et au fur et à mesure, tu as d'autres bouts qui vont sortir, donc ta crise, elle va durer plus longtemps. Alors que si dès le début, tu établis, l'intégralité des faits, si tu arrives à présenter l'intégralité de la situation, bon, bah, au moins c'est posé, on va pas débattre de ça pendant, 2 semaines. Donc minimiser, pareil, ça va pas être payant sur le long terme. Ce que je peux déconseiller aussi, c'est, une posture d'arrogance. Voilà, adopter une communication, qui est simple, qui est directe, qui est sans jargon, ça sera toujours, plus simple. Ah ça, il faut le dire à certaines personnes, hein, parce que je crois qu'il y en a, ils ont pas trop compris ça. Alors, les erreurs, on les voit encore beaucoup malheureusement, hein, ça arrive donc moi je prends mon bâton de pèlerin et j'essaie de de le rappeler et de le rabâcher mais oui, on en voit encore ce type Ah d'erreur. ouais, on en voit encore, hein. Mais bon, c'est quand même bien, de le rappeler. C'est pas parce que vous utilisez des mots compliqués que ça va faire, passer la pilule plus facilement. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Et même au Hem, contraire, on peut croire que tu veux noyer le poisson, que tu cherches à ouais, cacher des choses si tu utilises, trop de jargon ou d'éléments, trop techniques et trop compliqués. Il faut que la personne à qui on veut parler, qu'on veut informer, rassurer ou mobiliser, qu'on s'adresse à elle. Donc on utilise le bon niveau de langage, le bon niveau de détail pour que nos propos soient bien compris et bien retenus. OK. Alors moi, admettons, je suis dirigeant, ou dirigeante, ou je suis en charge de la communication, dans mon entreprise ou dans une entreprise. Qu'est-ce que je peux avoir comme checklist où je peux déjà préparer, pour me dire: «OK, bah, demain, c'est une grosse tuile, voilà ce que je dois suivre, ce que je dois faire dans quel ordre?» pour pouvoir réagir Alors, tu as ou plusieurs agir, on va dire. oui, l'un ou l'autre, tu as raison. Tu as plusieurs entreprises qui vont avoir des procédures, de com de crise qui sont, détaillées et donc qui vont, plus loin et qui sont plus adaptées, à l'entreprise. C'est d'ailleurs une bonne pratique que de préparer ça par temps calme pour savoir comment tu déroules le jour J. Mais si je te fais une checklist, on va dire générique qui peut être appliquée, dans tous les cas de figure, j'ai envie de te dire que la première chose quand tu es, informé d'une situation de crise, ça va être la mobilisation.
aller mobiliser les bonnes personnes pour la gestion de crise et pour la communication de crise. Donc, ça va être à la fois en interne, les personnes que tu vas mettre autour de la table dans ta cellule de crise, mais aussi en externe, si tu as des conseils, des agences, parfois des avocats que tu vas devoir solliciter. Donc déjà, mobiliser toutes les personnes qui devront être autour de la table et travailler sur le sujet. Ensuite, Et moi, je peut-être avoir conseille ça déjà ouais, prêt, par exemple, ça peut être utile de pas avoir cherché pendant 20 minutes qui c'est l'avocat, qui c'est le ouais. conseil. Tu vois? C'est peut-être d'avoir déjà un carnet d'adresses, un petit pool, genre s'il y a une merde, c'est eux qu'il faut aller voir. C'est ça et même, ensuite quand on fait les procédures justement, de crise pour des entreprises, ce qu'on conseille aussi, c'est d'avoir donc en interne la personne en charge de tel sujet, mais aussi penser à avoir des backups. Parce que la crise, ça arrive pas toujours le mardi à 14h. La crise, elle peut arriver le dimanche à 15h, le 11 août quand tout le monde est en vacances. Donc c'est bien d'avoir identifié qui tu vas appeler si ta personne, qui est censée être en charge de ce sujet n'est pas disponible ou elle est dans un avion pendant 8 heures, bon, bah, tu vas pas l'attendre. Savoir qui Ouais. tu sollicites. Vos parents, ça compte pas, hein. Vous pouvez les appeler pour pleurer, votre meilleur pote aussi, mais sinon c'est pas ceux qu'il faut appeler en premier. Voilà. Je précise. Et parce que tu as certaines fonctions clés comme ça que tu auras quasiment toujours besoin de mettre autour de la table. Donc en effet, quelqu'un qui représente le dirigeant, qui peut prendre des décisions, la com, très souvent tu vas avoir en effet le juridique, et ensuite selon la nature de l'événement, tu peux avoir, les ressources humaines, la finance, l'IT et donc savoir qui est le backup de ces personnes-là, si elles sont indisponibles. OK. Donc savoir qui tu mobilises et les mobiliser très rapidement dans les premiers instants. Ensuite, moi, je conseille très rapidement de mettre en place ta veille, donc la veille à la fois médias et réseaux sociaux. Ça va permettre de voir donc ce qu'on dit de toi et ce sur quoi il va falloir répondre, quelles sont les préoccupations finalement de tes publics. Mais c'est aussi un canal qui peut être intéressant pour récupérer de l'information. Parce qu'ensuite, l'étape d'après, c'est de récolter le maximum d'infos sur la situation pour bien comprendre ce qui s'est passé, quels sont les premiers impacts et quels peuvent être les impacts suivants. Et pour ça, tu vas avoir des remontées donc du terrain probablement, si c'est un problème par exemple opérationnel. Tu vas avoir peut-être des personnes qui t'appellent pour t'informer, mais aller voir ce qui se dit aussi sur les réseaux sociaux, ça peut t'apporter des éléments qui sont intéressants pour bien comprendre la situation. Donc ta veille, c'est à la fois de la veille, on va dire, pour la com et ta stratégie de com, mais aussi pour l'analyse de la situation. Et alors, ce qui se passe parfois sur les réseaux sociaux, je pense que tu as remarqué, c'est que, admettons qu'il y a un quand je vais dire un bad buzz, c'est pas forcément suite à un post, mais c'est peut-être suite à un fait, mais admettons que ce soit un post ou un fait, peu importe. Tu vas avoir les gens qui vont te soutenir et qui vont dire: «Ouais, tu as trop raison, oui», et puis ceux qui, tu sais, ceux qui sont au contraire opposés à toi. Tu dirais Mmh. qu'il faut canaliser son attention sur un camp ou sur l'autre? Est-ce que c'est aussi parce qu'on va souvent cristalliser sur tous les gens qui vont dire du négatif, qui vont s'acharner, parfois de manière un peu, je vais dire injuste, parce qu'ils savent pas forcément les tenants et les aboutissants, qu'ils ont déjà un avis sur tout, mais c'est un peu le propre aujourd'hui d'internet et des réseaux sociaux. Est-ce que ça vaut le coup pour sa communication, pour savoir comment réagir, d'écouter aussi ce que disent les partisans, c'est les soutiens? Ouais, clairement, tu as intérêt à regarder justement les différentes, bulles qui s'expriment et ce que disent ces personnes-là. Parce que comme tu le dis sur les réseaux sociaux, on a beaucoup de personnes qui critiquent, qui vont parfois être des trolls, mais en fait, si c'est, un compte avec 2 abonnés, bon bah, est-ce qu'on a vraiment à le prendre en compte? Donc il faut aussi regarder qui s'exprime. Si tu as des personnes avec une forte communauté ou si tu as des journalistes qui prennent la parole sur les réseaux sociaux, bon bah, il va falloir les prendre davantage en considération que si tu as, madame Michu, 3 abonnés qui émet une critique. Donc faut regarder qui dit quoi. Et ensuite, il faut regarder si ça dépasse la sphère des réseaux sociaux aussi. Parce OK. que faut faire attention, on parle parfois à tort et à travers de crise et de communication de crise. Si tu as une critique sur les réseaux sociaux de quelqu'un qui a pas aimé, le plat qu'il a mangé dans ton resto, bon, bah, c'est pas une crise. C'est une Non. critique négative, ça arrive, mais c'est le quotidien. Voilà, donc attention aussi, à bien mesurer, voilà, qui dit quoi. Si c'est, Par contre, c'est sûr un que si tu commentaire as 3 isolé, bon, personnes, si tu as 3 personnes intoxiquées, entre la vie et la mort, aux urgences et qui ont mangé dans ton resto, c'est déjà une autre là dimension, là. là, tu es clairement dans une crise, en effet. Ouais, là, on est dans une crise. OK. Donc faut aussi je pense que c'est hyper bien de le rappeler, c'est jauger la gravité de la Ouais. crise aussi. Parce qu'on peut avoir tendance à moi, je fais partie de ces personnes, à me dire: «Ah mon Dieu, c'est terrible», et des fois, je me dis si je 2 secondes de plus je réfléchis, je dis: «Bon, en fait, l'impact, il va être pas si énorme que ça». Donc c'est bon de le rappeler aussi, ce qui relève de la crise et ce qui relève pas forcément de la crise, quoi. Et là-dessus, tu as plusieurs choses que tu peux mettre en place. Il y a, donc les entreprises qui ont eu cette réflexion en amont, elles peuvent avoir ce qu'on appelle, finalement une grille d'analyse de la situation où tu vas avoir plusieurs critères que tu vas évaluer pour pouvoir te dire: «OK, à quel niveau je suis? Est-ce que c'est une crise ou pas? Si c'est une crise de tel, tel, tel niveau». Voilà, tu peux aller
dans un certain nombre Comme de les détails cyclones. pour analyser. Voilà, un petit peu. Et sinon, si tu as pas ça, quelque chose aussi qui peut être intéressant, c'est donc de faire appel à une personne externe et qui a l'habitude, parce que en fait, d'un point de vue externe et typiquement, moi qui travaille sur la com de crise, je vais avoir le recul nécessaire pour dire: «Attention, là, on s'emballe, attendons, on met le sujet sous surveillance et on regarde ce que ça donne, mais aujourd'hui, c'est pas critique et il faut pas mettre en place, voilà, une Ouais, faut pas com sortir la grosse très très large», artillerie, voilà. pour ça, quoi. Ou au contraire: «OK, là, ça pue, il faut y aller, il faut plus attendre». Mais donc parfois, avoir quelqu'un qui a un petit peu de recul par rapport à la Ouais, qui est situation, c'est neutre. aussi intéressant. Parce que c'est compliqué quand c'est ta crise, c'est ton entreprise, tu es forcément, plus tu Plus toi-même, tu es sensible. impacté. Tu es impacté, tu peux avoir de l'émotion, voilà, tu peux parfois même te sentir, victime de la situation parce que c'est injuste que ton entreprise soit accusée. Voilà, parfois tu manques un petit peu de recul pour, bien jauger la situation. Donc avoir quelqu'un C'est clair. d'extérieur et qui a un petit peu plus la tête froide, ça peut être intéressant pour analyser. Ouais. Je pense que tu as hyper raison, sur ce point. Parce qu'on a tendance à s'enflammer un peu dès qu'on Et c'est nous titille. naturel, Ou tu au vois? C'est contraire ou humain, au mais contraire à sous-estimer le truc en disant: «Non mais quand mmh. même, les gens ils vont pas nous casser les pieds pour ça». Alors que, bah, si. Ouais, donc Tu si le disais si tout à tu pas l'heure, l'empathie, c'est formé, important. sensibilisé, ouais, C'est ça, c'est ça. Donc ce que tu disais, c'est, étape 1, mobiliser les bonnes personnes ou savoir qui mobiliser en cas de crise. La veille, tu nous as dit, dans ta checklist, il y a mettez en place une veille dans les réseaux sociaux, mais pas que dans les réseaux sociaux, dans les médias. C'est-à-dire que est-ce qu'ils en parlent aussi dans les médias? Et s'ils en parlent, qui en parle? Qui en parle et comment? Ouais, c'est voilà. du travail, hein, clairement, mais c'est du travail hyper utile et indispensable à ce moment-là. Donc, on est tous d'accord qu'une communication de crise, c'est une surcharge de travail au moment où ça arrive, hein. C'est pas il vaut mieux que ça arrive pas un 11 août d'ailleurs. Ou peut-être qu'il vaut mieux que ça arrive un 11 août, comme ça passe un peu inaperçu, je ne sais pas. C'est possible aussi. Heu, qu'est-ce qu'on peut faire après pour, mieux gérer ça? Donc après, tu vas récolter toutes les infos sur la situation. Donc, tu vas essayer de comprendre la nature de la crise, ce qui se passe, qui est impacté, quels sont les premiers impacts. Tu vas essayer d'avoir des infos aussi sur l'origine, pourquoi c'est arrivé, d'où ça vient, est-ce qu'il y a eu des loupés, est-ce qu'on a manqué quelque chose, est-ce que c'est la première fois ou est-ce que c'est la 15e fois que ça nous arrive. Tu vas regarder quelles sont les actions qui ont déjà été mises en place, ce qui est prévu pour les prochaines heures, les prochains jours aussi. Tu vas regarder qui est au courant, qui, est concerné, voilà et donc ça va te permettre d'avoir le max d'infos sur la situation. À partir de là, tu vas pouvoir rédiger donc ce qu'on appelle un message d'attente. Ça, c'est pas un message qui va loin dans le fond du sujet, mais c'est un premier message qui permet de montrer que tu as pris en compte le sujet et ça peut faire la différence. Moi, je conseille ce message de le donner à toutes les personnes qui sont en contact avec l'extérieur, donc typiquement l'accueil de ton entreprise ou ton standard, parce que ça fait la différence si tu as une personne qui est impactée et qui appelle, entre, quelqu'un qui est équipé, qui va pouvoir dire: «Oui, en effet, on a ce sujet qui est en cours, les équipes sont justement mobilisées pour pouvoir résoudre la situation. Aujourd'hui, j'ai pas de réponse à vous apporter, mais je prends vos coordonnées, on vous rappelle au plus vite, sachez qu'on est vraiment mobilisés». Ou tu appelles et le standard te dit, «Non, c'est faux» ou te dit, «Je suis pas du tout au courant». Donc déjà, ce petit message d'attente qui est pas très long à rédiger, c'est juste montrer qu'on est au courant et qu'on est en train de régler le problème. Ça peut faire une 1re différence sur une prise de contact. Donc en fait, ce que tu dis, c'est hyper intéressant, alors dans les toutes petites entreprises, ça n'arrivera pas, mais j'ai quand même l'impression que parfois, passer une certaine taille qui est pas si grande, tout le monde n'est pas rapidement au courant qu'il y a un problème. Parce que tu vois, le fait qu'il y ait un problème et qu'il y ait des utilisateurs ou des clients ou peu importe, qui le subissent et qui appellent ou qui prennent contact et qui disent: «Non, on n'est pas au courant», purée, ça veut dire que déjà à l'intérieur de l'entreprise, ça démontre une grosse faille, c'est qu'ils sont pas capables de se tenir au courant qu'il y a un problème entre eux. Toi, je te prends, un truc assez simple, genre, tu as, une coupure d'internet, dans tout un quartier, tu appelles les fournisseurs, ils te disent: «Ah non, on n'est pas au courant». Ça la fout un peu Ça mal. Alors c'est pas la agace, plus grosse oui. crise qu'on puisse subir, évidemment, mais ça la fout quand même un peu mal de dire: «On n'est pas au courant». Donc est-ce Mmh. qu'un des premiers trucs, c'est de pas s'assurer qu'il y a un dispositif en interne pour que les personnes en contact avec l'extérieur, elles soient au courant qu'il y a un problème? C'est ça et en fait, c'est l'intérêt du message d'attente, c'est que tu vas ensuite aller très vite, élaborer ta stratégie de com, donc déterminer tes objectifs, tes publics, ce qui inclut l'interne et tes actions à mener. Mais le temps que tu fasses ta strat et que tu puisses construire des messages qui sont, plus fouillés, plus précis, là, tu auras déjà, quelques heures parfois qui peuvent Tu auras s'écouler. gagné Donc du le temps? message c'est ça, le message d'attente, en fait, tu le fais très rapidement parce qu'il va pas très loin dans le fond, mais juste il montre cette prise de conscience du sujet et tu peux outiller très facilement tes, points de contact avec l'externe et en effet, ça fait la différence.
Et même ça, clairement. tu peux avoir quelque chose qui est préparé, à l'avance, hein, en termes de message d'attente. Tu l'ajustes le jour J pour que ça colle avec la situation, mais vu que tu vas pas très loin dans le détail, tu as 2-3 trucs à ajuster et hop, ça part. Tu sais à qui l'envoyer donc voilà tout ton standard, les équipes qui sont, dans les boutiques, s'il y a des gens qui peuvent venir, toutes les personnes au contact d'un public extérieur. Ça, c'est Ensuite vraiment un truc que je recommanderais mmh, d'avoir un peu près par défaut, le message d'attente pour pas que se dire: «Qui c'est qui s'occupe de le faire?» non, mais ayez-le sous le coude, mmh, dans les templates de messages de crise, vous le customisez un petit peu, vous personnalisez, mais au moins, je dirais, on fait face rapidement aux possibles questionnements ou mécontentements. Le questionnement, c'est, le degré en dessous du mécontentement et ça sauve un peu les meubles, ça permet de gagner du temps sur le reste, quoi, clairement et je trouve que c'est c'est ça. facile à mettre en place. Et en fait, justement, tu gagnes du temps, voilà, tu t'achètes un petit peu de tranquillité, le temps de préparer ta strate de com et de pouvoir ensuite préparer tes messages clés. Donc tes messages clés qui, pour le coup, vont revenir plus en détail sur la situation, ce qui se passe, ce que tu fais pour résoudre, le problème et ce qui est prévu pour les prochaines heures. Donc tes messages clés, ils vont te prendre un petit peu de temps, hein, à préparer. Ça, on peut OK. pas Alors, moi, on pourra pas faire, tout, dans cet épisode malheureusement, mais moi, je trouve que c'est un sujet tellement, tellement passionnant. Comment, tu nous as dit tout à l'heure, il faut expliquer pourquoi, mais pas forcément donner tous les détails. Est-ce que, même si en tant qu'entreprise, je prends ma part de responsabilité, je dois, expliquer quelle a été la défaillance? Parce qu'en général, voilà. Moi, j'avais lu une stat que je trouve, absolument incroyable, c'est que, 84 des crises d'entreprise sont liées à un problème en interne. Donc j'ai envie de te dire, c'est absolument énorme et du coup, est-ce qu'il faut se dévoiler en disant, d'où vient le problème? Qu'est-ce qui s'est passé? À quel niveau je dois aller? alors ça, il faudra peut-être le dire à un moment, mais le sauras probablement pas dans les premières heures. Parce que D'accord. tu vas devoir, récupérer de l'info, comprendre d'où ça vient. Mais en fait, ça, c'est une question qui viendra très rapidement aussi de la part, des médias ou des parties prenantes, donc tu auras du mal à y échapper. Donc il vaut Ouais, mieux on a du prendre mal les à y devants. échapper. Voilà. En fait, il y a peut-être que ça sortira par d'autres sources, donc en fait, il vaudra mieux toi, l'expliquer, sans rentrer forcément dans le détail de, c'est exactement telle personne qui a appuyé sur le mauvais bouton. Non, Voilà, ça, on c'est donne pas pas le l'enjeu, nom, quoi. voilà. Mais réussir à expliquer que tu as trouvé d'où ça vient, donc d'où ça vient, tu l'expliques et quelles mesures tu mets en place pour que ça se reproduise pas. Et ça te permet d'évacuer assez vite le sujet, que de te tourner vers le futur et montrer que surtout ce qui est important à retenir, c'est que tu es un acteur responsable, tu sais d'où ça vient, bah, ça se reproduira plus parce que tu mets ça et ça en place. Et là, tu OK. restes pas dans une posture où, tu t'auto-flagelles en disant: «J'ai fait une erreur». Oui, tu as fait une erreur, tu le reconnais, mais parce que tu es un acteur responsable, tu mets tout en œuvre, quoi, pour la suite. Et à quel moment tu estimes, parce que je pense que ça va faire partie des choses que tu viens de dire, c'est qu'il y a un moment, la crise, techniquement, elle se finit, du moins on l'espère. En général, ça peut durer de quelques heures à plusieurs semaines, mais on va dire que dans la majeure partie des cas, les gens, se détournent de l'information, on va dire, passent assez rapidement à autre chose. Ça veut pas dire que dans l'entreprise, la crise, ne doit pas être gérée, mais une fois que, on va dire, le soufflet retombe et qu'on commence à reprendre sa respiration, qu'est-ce qu'il faut faire pour pas que ça se reproduise? J'ai envie de te dire, les crises par définition, elles s'annoncent pas avant d'arriver, mais est-ce qu'on peut toujours tirer des leçons d'une crise? Moi, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'on peut toujours en tirer des leçons? Alors, j'ai envie de te dire oui et Ouais? tu touches du doigt quelque chose qui est trop souvent ignoré parce qu'en effet, quand la crise, s'arrête, les gens ont envie de fermer tous les dossiers, de reprendre une vie normale, Ouais. voilà, Et de d'oublier ce prendre qui 2 s'est semaines de passé. vacances surtout. Absolument. Heu, alors oui, tu pourras le faire, mais d'abord, moi, je conseille de faire un retour d'expérience. Ouais. Tu peux faire ce retour d'expérience donc à chaud, une fois que la crise s'arrête et ensuite faire une deuxième partie, à froid. Justement, laisser un petit peu de temps, prendre du temps et puis se reparler parfois 2 semaines plus tard pour réussir à analyser donc ce qu'on a bien fait pour gérer la situation et ce qui pourrait être amélioré. Tu peux toujours, en tirer des leçons et des choses à améliorer. Il y a jamais de crise qui est gérée à 100 de manière parfaite et en fait, ce qui est intéressant dans ce retour d'expérience, c'est que déjà pour les équipes qui ont géré, c'est souvent important d'avoir ce temps où on en parle. Ça nous permet de clôturer le sujet et aussi même émotionnellement, c'est important de donner une fin, à cette période-là. Et puis ensuite, ça va te permettre de, tirer les leçons et de pouvoir réajuster, les outils que tu as mis en place, les procédures. Peut-être que tu te rends compte que telle ou telle personne devrait être formée parce que ça nous simplifierait la vie pour les prochaines fois. Et donc de ton retour d'expérience, les axes d'amélioration que tu vas pouvoir, en sortir, bah, les mettre en œuvre pour être, plus performant encore, la prochaine fois. Parce que, malheureusement, voilà, on peut faire l'autruche et se dire,
on n'aura plus jamais de crise, c'est bon, en termes de stats, voilà, ça nous est Je tombé vais dessus et bien, pas tout 2 va fois. bien. Ça marche pas comme Beh, ça, en voilà. fait, j non, ça marche pas comme ça. Clairement, c'est ça, c'est malheureusement, un truc, un peu vrai, c'est que tu peux rien avoir pendant 10 ans et en avoir 3 la même année. Mmh. Enfin, c'est pas de bol, mais bon, c'est aussi, ça, la vie. Donc je te rejoins et la question, elle était volontaire, c'est est-ce que, je passe à autre chose ou est-ce que j'en tire des conclusions? Moi, je pense sincèrement que tu as raison de dire qu'on pourra en tirer des leçons sur les processus, c'est-à-dire est-ce que mes process, ils étaient bons? Est-ce que j'ai pas besoin de me former sur un truc? Ne croyez pas par contre que ça veut dire que vous aurez une boule de cristal et du flair Mmh. pour dépister la prochaine crise. Ça malheureusement, c'est pas forcément, quelque chose qui s'anticipe. La plupart du temps, on le sait pas. Hem, Merci beaucoup pour tous tes partages, Clara. Moi, j'ai une question assez, concrète et opérationnelle. Mmh. C'est pas du tout une question piège parce que tu vois, c'est pas du tout une question qu'on avait préparée. Mais je crois qu'au final, cet échange est super parce qu'il suit, on va dire son cours, mais pas forcément, comme on l'avait préparé. Malheureusement, on vit dans une époque où il y a beaucoup de faits de société, qui peuvent arriver, qui impactent les entreprises, même si ce n'est absolument pas leur faute. Je pense, par exemple, à des attentats. Alors je sais que c'est pas un sujet rigolo, mais enfin la com de crise, on va dire qu'on est rarement sur du fait divers, super fun. Donc je pense à des attentats, je pense à, des manifestations, à des problèmes de société, importants. Et moi, je me suis déjà retrouvée dans des situations où, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que quand il se passe quelque chose de très grave dans la société, alors là, j'ai pris l'exemple de l'attentat parce que c'est quand même, en général, ce qui marque le plus les gens. Heu, Est-ce qu'il faut prendre le parti de parler, ne pas parler, suspendre toute communication? Tu vois, moi, j'ai beaucoup de clients qui nous avaient demandé, au moment des attentats, est-ce qu'il faut continuer de parler? Est-ce que c'est pas déplacé de parler? Et ils le vivaient eux-mêmes comme une crise, bah, parce qu'on est des êtres humains et qu'on est impactés à titre, perso par la crise. Mais du coup, en tant qu'entité entreprise, ils se posaient la question de comment mon entreprise doit réagir par rapport à ça. Alors c'est peut-être pas exactement une communication de crise parce que c'est pas l'entreprise qui est impactée, mais c'est comment l'entreprise réagit à une crise. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire et ce qu'il faut prendre en compte, je pense, dans ces cas de figure, c'est vraiment quelles sont les valeurs de l'entreprise. En fait, il va falloir que tu sois aligné avec, les valeurs que tu prônes au quotidien. Et donc il y a pas de réponse, qui soit unique pour toutes les entreprises. Si tu es, une entreprise qui prône, la légèreté, le divertissement, tu auras du mal à, tout arrêter et à, avoir une communication très solennelle. Peut-être que ça serait trop en décalage avec ta tonalité et tes valeurs. Si tu es une entreprise qui a l'habitude, de parler, des faits de société, de défendre certaines causes, tu auras du mal à rester indifférent et à rester silencieux. Donc la question va dépendre vraiment de ton positionnement, ta tonalité, tes valeurs. L'idée, c'est de toujours être en alignement parce que c'est au moment où tu te désalignes finalement que ça peut, être critiquable pour l'entreprise. Mais Ouais. en effet, ça vaut le coup de se poser la question de au-delà de: «Est-ce que je prends la parole déjà sur ce sujet précisément? Est-ce que tout ce que j'ai prévu en communication dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, reste d'actualité ou est-ce que j'apparais en décalage?» Parfois, il faudra mieux, annuler une campagne de pub que de garder une campagne de pub qui serait complètement contradictoire avec, l'esprit de société du moment. OK. Non, c'est parce que du coup, ça pourrait porter préjudice à ta réputation. Moi, je Mmh. suis hyper, d'accord avec toi et ça, je pense que malheureusement, même si je sais que c'est pas hyper rigolo et qu'on n'aime pas du tout penser à ces choses-là, mais dans une communication de crise, ça, c'est des plus ou moins malheureusement des choses qu'on peut anticiper et de se dire: «OK, si ça arrive de nouveau, quelle sera la ligne de conduite de mon entreprise?» Plutôt que de faire des trucs un peu à l'arrache et que tout le monde se dispute le jour J en disant: «Non, il faut parler, non, il faut pas parler», bah, à froid, il vaut mieux, je pense que Clara, du coup, c'est ce que tu disais. Il vaut mieux décider avant quelle sera la ligne de conduite à adopter dans ces cas-là. En fait, tout ce que tu peux faire par temps calme, est bon à prendre parce qu'en fait, la préparation et l'anticipation, c'est vraiment clé pour avoir une bonne communication de crise le jour J. Donc ça peut prendre des formes qui sont, diverses et à nouveau, comme je te le disais au début, moi, j'ai vraiment une approche très pragmatique de, je vais pas mettre en place une usine à gaz pour une entreprise où il y a, 3 personnes qui bossent sur ce Ouais, sujet. On peut trouver, voilà, on peut mettre le curseur, au bon endroit, mais tu peux faire plein de choses par temps calme. Tu peux déjà essayer d'identifier quels sont tes risques pour déjà, être prêt à y répondre. Tu peux former tes équipes, pour qu'elles sachent comment réagir le jour agir. J, ce qu'elles devront mettre en place. Tu peux élaborer des outils,
Tu peux avoir donc des procédures, des checklists, des outils prêts à l'emploi. Parfois, tu peux aller jusqu'à prévoir des messages si c'est un sujet qui est récurrent dans ton entreprise. Peut-être que tu as déjà de la matière pour aller préparer des messages, donc il faudra adapter le jour J, mais où déjà tu as gagné du temps parce que tu les as structurés, tu es allé chercher les infos qui vont bien, les chiffres clés, les exemples. Donc tu peux faire beaucoup de choses par temps calme. Et vraiment, moi, j'encourage tous les acteurs à faire ça parce que c'est ce qui va te permettre de gagner en efficacité le jour où la crise arrive. Et quand tu es dans une crise, tu te rends compte que le temps est précieux, mais aussi en pertinence parce que tu auras réussi à réfléchir à tout ça à froid, par temps calme, et pas quand tu es émotionnellement pris dans cette urgence et dans cette crise. Donc, tu auras souvent des réflexes qui sont plus pertinents si tu y réfléchis Ouais. voilà, à t'être posé et que tu prends le temps de le faire avec différentes équipes, que tu challenges tes idées. Donc voilà, tu as à la fois des actions de formation que tu mettes en place et qui prennent différentes formes, mais aussi tout ce qui va être outillage pour le jour où la crise arrive. C'est moins réactionnel et pour compléter ce que tu disais, la crise, aujourd'hui, c'est un point d'inquiétude de beaucoup d'entreprises, c'est: «Mes employés prennent la parole, c'est génial, mais j'ai peur qu'ils disent des bêtises, que ce soit contre-productif pour mon entreprise». Bah, ce que tu es en train de dire sur la communication de crise, pour moi, ça en fait partie. OK, il y a un poste de vos, un poste de collaborateur ou une publication qui se passe mal ou qui est pas. Comment on réagit? Quel est le dispositif? Bien souvent, honnêtement, c'est beaucoup moins dramatique que ce que ça en a l'air, mais au moins être prêt à savoir qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là, et ben, au moins, ça évite le truc de dire: «Je refuse que quiconque prenne la parole», parce qu'il y a quand même beaucoup plus de bénéfices à prendre la parole que ne pas prendre la parole. Je voudrais quand même vraiment avoir ce message, mais si d'aventure il y a un souci, comment on réagit? C'est valable aussi pour la prise de parole, des collaborateurs. D'ailleurs, je vous renvoie vers un épisode qu'on a fait, sur LinkedIn Employee Advocacy avec, Émilie Oudou, que je mettrai d'ailleurs en ressources pour dire comment on prend la parole. Ça va être un peu le contre-pied de cet épisode, c'est prenez la parole et si jamais ça se passe mal, voilà ce que vous pouvez faire. Mais bon, c'est pas toujours lié, malheureusement à un collaborateur. Un grand merci Clara d'être venue sur My Marketing Podcast. Si vous vous intéressez à com de crise, Clara a justement un podcast sur le sujet qui s'appelle «Les coulisses de la com de crise». Donc ça vous donnera l'occasion d'approfondir le sujet et probablement de creuser avec des invités qui vont venir, bah, partager, leur expérience, et ça vous inspirera, bah, comment moi je réagirais, comment mon entreprise pourrait réagir, si jamais ça lui arrive. J'ai pas envie de dire si jamais ça lui arrive, c'est plutôt quand ça lui arrivera parce que malheureusement C'est ça. préparez-vous à ce que ça arrive, hein. C'est comme ça, c'est la vie. Mais au moins, vous serez prêts. Merci beaucoup. Un grand merci à toi, c'était un plaisir et j'espère que ça pourra donner quelques clés si malheureusement des personnes qui t'écoutent se retrouvent dans ce cas de figure. Moi, j'en suis convaincue. Merci Clara. À très bientôt. Merci.